Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie, de vous accueillir à cette, dernière webconférence, avant la coupure estivale. Nous avons, choisi de parler, de procédure de licenciement, avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, il existe, de nombreux types de licenciements et presque chacun d'eux a un processus, qui lui est propre. Donc afin d'éviter aux RH de commettre des erreurs qui peuvent, coûter cher à l'entreprise, par la suite et pour permettre aux représentants du personnel, d'assister au mieux, les salariés visés, par ce genre de procédure, nous avons souhaité faire le point avec vous aujourd'hui. Donc avant d'entamer, cette conférence, juste quelques mots, pour vous présenter, Jury Travail. Donc Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est d'abord, un très grand nombre, d'articles, sur l'actualité, juridique que nous avons, voulu, dans un langage, clair. Hem C'est surtout également un abonnement qui vous donne droit, en plus de ces actualités, à une très riche base documentaire, composée de dossiers thématiques, mais également, de modèles de lettres ou de contrats. Et cet abonnement vous donne également, accès à notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent aux questions de nos abonnés par téléphone. D'ailleurs, à la fin de la webconférence, nous vous communiquerons un lien, qui vous permettra de tester, gratuitement, cette possibilité de poser, des questions à nos juristes. Alors Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel, appartient, Maître, Vallier, que nous avons, le plaisir de retrouver aujourd'hui. Donc bonjour à vous Maître et Ah, merci beaucoup, d'être parmi bonjour. nous. Et merci de m'avoir encore invité sur un sujet différent. Alors, heu, donc comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition, donc un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de nous communiquer, vos questions. Donc nous les avons transmises à Maître Vallier qui, y répondra au cours, de la conférence. Alors nous avons prévu une durée, de 45 minutes. Nous allons essayer de nous y tenir. En règle générale, modulo 5 minutes, on y arrive. Et comme d'habitude, quelques jours après la webconférence, vous recevrez, hem, le replay, donc la vidéo, de celle-ci dans votre boîte email. Alors si vous souhaitez poser des questions, au cours de la conférence, ma collègue Marine, qui vous a salué, est présente sur le chat, pour y répondre. N'hésitez pas, à en poser et nous essaierons peut-être de répondre à quelques questions au cours de la conférence, également. Alors toutes les questions que vous nous avez fait parvenir en amont, de cette conférence ont été, rassemblées sous 3 grandes thématiques que vous pouvez voir à l'écran. Donc nous verrons dans un premier temps les licenciements pour motifs personnels, puis les licenciements pour motifs économiques et enfin nous ferons un petit focus à la fin sur les erreurs à, ne pas commettre. Alors, en guise d'introduction, maître, pouvez-vous, nous dresser la liste des différents types, de licenciements? Et oui. Alors, voilà, il y a un magnifique tableau maintenant qui défile. Ça a changé, ça c'est très Mmh. bien. Apparemment, ça a été demandé. Alors, sans suivre le tableau, effectivement, vous avez même deux types de licenciements. Essentiellement, hein, on a les licenciements pour motifs personnels d'un côté, de l'autre, les licenciements plutôt dits économiques. Alors, souvent, pour les motifs personnels, on ne sait pas bien ce que ça recouvre. C'est très simple en fait. Vous avez d'un côté motifs disciplinaires, non disciplinaires. Disciplinaires, alors on a les différents types de fautes, on va voir ce que ça recouvre un peu plus loin dans la discussion qu'on a. Donc il peut y avoir différents types de fautes qui conduisent ou pas au licenciement du salarié selon que son maintien dans l'entreprise est possible ou pas. C'est ça le critère en fait qui fait qu'un licenciement disciplinaire peut conduire à un licenciement, d'accord. Et vous avez de l'autre côté le licenciement pour motif alors, économique.
Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails ensuite parce que c'est un licenciement qui est très technique, qui est conditionné par beaucoup de critères cumulatifs à prendre en considération avant d'être mis en place, sachant que, et je l'ai oublié, voilà, vous avez le disciplinaire et le non disciplinaire, et vous avez l'inaptitude et l'insuffisance, comme c'est bien rappelé, l'absence prolongée. Alors ça arrive, mais c'est quand même assez moins récurrent, et ça peut prendre d'autres formes de rupture qui sont en dehors du licenciement, d'accord. Il peut y avoir abandon de poste ou autre, hein, il peut y avoir différents types de ruptures qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais inaptitude et insuffisance aussi répondent à des critères de licenciement à chaque fois différents. Il faut savoir que quand même, hein, parmi toutes ces procédures de licenciement, on a un grand point commun, même si à chaque fois le motif est donc différent, hein, de licenciement. On a des trames communes. La trame commune, hein, c'est toujours, hein, il y a un problème, une notification, un entretien, une mesure éventuelle de licenciement. Il ne faut pas que le licenciement soit d'emblée notifié ou d'emblée discuté lors de l'entretien, mais il faut à chaque fois que l'employeur se laisse des délais avant et après l'entretien de réflexion. Voilà. Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, on va rentrer dans une procédure qui est un petit peu la plus basique, puisque c'est une trame qui va servir à de nombreuses autres procédures. Nous allons aborder donc le licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc, comment cela se déroule et quelles sont les différentes étapes à respecter? Alors, insuffisance professionnelle. Alors, tout dépend de quoi on parle. Essentiellement, on va faire deux grandes distinctions. Alors, on distingue, moi j'ai eu le cas dans l'un et pas dans l'autre encore, à titre personnel. On a l'insuffisance professionnelle qui tient à l'incompétence supposée, hein, de la personne qu'on a en face de soi, mais on a aussi l'insuffisance professionnelle qui tient à l'absence de résultats. Alors, je précise de suite quelque chose. Je vais commencer par la fin, étonnamment, mais sur l'insuffisance de résultats. Je vais commencer par là. Je vais commencer par là parce que on a quelques arrêts. Alors, j'ai pas pris le temps de vous noter la décision in extenso, mais il y a un arrêt qui a été rendu là que je vais repérer sur un de vos sites concurrents, désolé, qui rappelait l'obligation posée par la Chambre sociale de fixer aux salariés contractuellement des résultats atteignables. Si vous ne fixez pas des résultats atteignables pour le salarié, effectivement, on ne peut pas y avoir de licenciement, ni pour faute, ni pour insuffisance de résultats. C'est un licenciement qui est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sachant que l'insuffisance de résultats, il faut faire attention parce qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'autres choses. Hein. Il n'y a pas de seule insuffisance de résultats qui vont constituer en tant que telle une mesure de licenciement, d'accord. Il faut qu'il y ait autre chose à côté. Il faut qu'il y ait un autre grief, une autre difficulté, d'accord. Et là, les juges vont analyser cette insuffisance de résultats. Alors, comment ils vont l'analyser? C'est comme pour l'insuffisance de compétences, hein, comme pour la compétence, ils vont utiliser le fameux critère qu'on utilise aussi en matière de travail dissimulé, c'est le faisceau d'indices. Hein. Donc, ils vont regarder, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder tant pour l'insuffisance de résultats que pour l'insuffisance de compétences. Ils vont regarder le poste, ils vont regarder la qualification, ils vont regarder les conditions de travail aussi. Ils vont regarder si les tâches confiées aux salariés correspondent à ses qualifications et à sa formation. Bref, il faut que, comme dans toute mesure qui est prise en droit social, la mesure de licenciement pour insuffisance, qu'on parle de résultats ou de compétences, hein, dans les deux cas, il faut que la mesure de licenciement soit à la fois justifiée, bien sûr, justifiée par un ou l'autre type d'incompétence, d'insuffisance ou de compétence, mais il faut aussi que la mesure soit proportionnée. Peut-être que, et ça arrive, il y a pas mal de jurisprudence là-dessus, peut-être que la mesure de licenciement qu'on va prendre au motif que la personne en face de nous est insuffisante sur le plan des résultats ou sur le plan de sa compétence, de manière générale, peut-être que la mesure de licenciement est aussi justifiée, mais peut-être disproportionnée, et que d'autres mesures aussi sont à prendre en considération, sachant que, dans tous les cas, en défense, le salarié, qu'est-ce qu'il va arguer? Il va arguer généralement que
l'employeur avait connaissance de ses compétences réelles avant d'entrer en poste. Il va aussi arguer la plupart du temps que les tâches réelles qu'on lui donne, en dehors de ça mentionné dans le temps de travail, hein, vraiment les tâches réelles qu'il fait vraiment effectivement au quotidien, les tâches effectives sont différentes des tâches qui étaient peut-être prévues au contrat de travail ou qui étaient convenues entre eux. Ça arrive assez souvent comme moyen de défense. Voilà, moi on m'a embauché pour X mission, mais en fait je suis embauché pour Y, je fais autre chose. Donc forcément à un moment donné il y a une ligne d'équation, quelque chose qui ne va pas, et c'est pas de mon fait, mais c'est du fait de l'employeur, d'accord. Parfois aussi, souvent ça arrive, la jurisprudence on le note, l'intervention d'un tiers, un autre salarié, un supérieur qui fait que la personne n'arrive pas à atteindre ses résultats ou ne se révèle pas parfaitement compétent dans la mission qui est la sienne. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont être appréciés par les magistrats pour déterminer si on est dans le cadre d'une insuffisance de compétences ou de résultats. Après, ça dépend. Si vous voulez, les exemples sont nombreux. L'insuffisance de résultats, ça va être souvent pour les commerciaux de ne pas atteindre un résultat X à un moment donné, d'accord. Ça va être ça l'insuffisance de résultats. Voilà, tu m'avais promis d'attirer 5 nouveaux clients ou d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu n'as pas atteint de résultat. Ça, c'est un problème. Autre problème qu'il peut y avoir sur la compétence, ça peut être des échecs répétés, ça peut être des erreurs d'une certaine gravité. Ce peut être tout simplement aussi, ça arrive, il y a des jurisprudences qui ont été rendues en ce sens, une grande désorganisation du salarié qui fait que, par exemple, de la remontée d'informations qui est la sienne, hein, le salarié voilà, doit rendre des comptes à son N+1 par exemple, mais le N+1 n'arrive pas à interpréter clairement les résultats atteints par son N-1. Le job, le taf a l'air fait, le travail est fait, mais il y a un problème de communication dans les résultats et dans le reporting, en fait, dans les champs d'information entre les deux. On est entre l'erreur, la désorganisation et le manque de confiance et d'efficience. Voilà, c'est toutes ces petites situations qui peuvent, selon la jurisprudence, entraîner un licenciement éventuellement pour insuffisance de résultats ou de compétences, sous réserve que, je précise bien, la mesure de licenciement soit justifiée et proportionnée, c'est très important, essentiellement. Très bien. Et sur la procédure proprement dite, les différentes étapes? Alors, sur les différentes étapes, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Si, c'est compliqué malheureusement. Le schéma est le même à chaque fois que pour tout licenciement. Il doit y avoir, bien entendu, une notification qui est faite, un entretien qui est fait pour tenter de voir s'il n'y a pas possibilité, même si la décision en général est déjà prise, hein, de procéder au pas licenciement. Et à la fin, donc, éventuellement, le cas échéant, si aucune autre sanction n'est prise, le licenciement. Sachant qu'il faut faire attention parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps en une heure de rentrer, en 3 quarts d'heure, de rentrer dans toutes les procédures délai par délai. Il faut faire attention à un point quand même, c'est que entre la notification de la convocation et après la convocation à l'entretien, il y a des délais. Et ces délais-là, il faut bien faire attention parce qu'ils changent d'une procédure à l'autre, d'accord. Donc il faut bien faire attention aux délais, respecter ces délais du côté employeur, parce que sinon on pourrait avoir un vice entre guillemets de procédure, autrement formulé, une procédure dite irrégulière, d'accord, même si elle est fondée. C'est deux choses différentes. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, abordons maintenant le licenciement pour inaptitude, ce qui est un type de licenciement qui a malheureusement tendance à se développer en ce moment. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse énormément de clients chez Jury Ouais. Travail. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, déjà, il faut dire ce que l'inaptitude n'est pas, parce qu'on a tendance généralement à un peu tout mettre dans le même sac sur cette notion. J'ai déjà vu le cas assez souvent. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'inaptitude n'est pas. C'est pas un avis sur les compétences d'une personne. Ça n'a rien à voir avec toutes les questions d'invalidité qui vont être traitées par la CPAM ou d'autres organismes. Ça n'a rien à voir non plus avec le petit arrêt de travail que va vous donner le médecin de famille que vous connaissez depuis 30 ans. Ça n'a rien à voir. L'inaptitude, ça va être vraiment une inaptitude médicale qui est au travail, qui va être constatée par le médecin du travail, d'accord,
qui va interroger, qui va discuter avec le salarié pour voir dans quel état il se trouve. Voilà. Et pour voir si ce travail est possible ou pas, s'il peut être continué ou pas. Voilà. Et tout simplement, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'issue de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? L'employeur a la possibilité de rompre le contrat de travail du salarié, mais là, il y a deux grandes conditions, deux possibilités plutôt, qui s'offrent à lui. Il faut que l'employeur, déjà d'une part, soit vraiment dans l'impossibilité réelle, effective, de proposer un autre poste compatible au salarié au vu de son état de santé. D'accord? Ça, c'est le premier grand critère qu'on a. Alors, ce qui laisse sous-entendre que, et ça c'est important parce qu'on le retrouve aussi dans le licenciement économique, c'est un parallèle qu'on peut faire entre les deux licenciements, il y a donc une obligation éventuelle de reclassement à faire. Reclassement au sens large, là c'est plutôt de proposer un poste adapté ou un autre poste afin de garder le salarié en place dans un poste qui corresponde au mieux de ses fonctions. Voilà. Donc, il faut lui proposer autre chose à ce salarié. Après, parfois, ce n'est pas possible. Parfois, il n'y a pas d'autre poste. Parfois, il n'y a pas de poste initial qui est aménageable au regard des problématiques particulières du salarié. Et de même, l'autre point aussi à regarder, c'est éventuellement le refus. Le refus du salarié du nouvel emploi ou de l'adaptation qui lui est proposée. Ce qui est aussi possible. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un avis d'inaptitude qui est rendu, hein, et c'est vraiment le médecin du travail qui, après discussion avec le salarié, va déterminer avec lui si oui ou non il est possible de le maintenir dans l'emploi ou pas. Et après, le salarié est plus ou moins libre de rester ou non selon ce qu'aura dit le médecin du travail, avec la précision que j'apporte ici, qu'il y aura une consultation en théorie qui est faite du CSE. D'ailleurs, je vois que je ne l'avais pas vu, mais je vois que votre slide le montre en plein milieu d'ailleurs. Voilà, consultation du CSE, si CSE il y a, puisque c'est dans ses prérogatives de SST, Santé, Sécurité, Travail, il doit regarder et donner un avis pour voir un peu ce qui est possible de faire par rapport à tel ou tel salarié. Voilà. Inaptitude, c'est ça. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, une petite question qui nous a été envoyée par le chat par Barbara sur le fait que Oui, je précise le que courrier est renvoyé à l'employeur parce que l'adresse du salarié n'est plus la bonne. En fait, ce qui fait foi, c'est la date de présentation, ouais. enfin de la première présentation du courrier. Donc, normalement, le fait que vous ayez tenté de l'envoyer devrait suffire à… Sinon, l'autre possibilité, ça reste toujours la remise en main propre, si c'est Ouais. possible, si le salarié n'est pas absent de son poste de travail. Ouais, c'est possible. Ouais, j'attire votre attention parce que là, je lis les commentaires de Justine qui nous fait une remarque. Et effectivement, alors le CSE n'est pas toujours dans l'obligation d'être consulté. Il faut bien préciser. Parce que là, je porte des propos généraux, je ne peux pas rentrer dans toutes les procédures une à une, on n'a malheureusement pas le temps pour ça. Cela étant, pour l'inaptitude, comme en matière de licenciement collectif ou économique, le CSE doit être consulté à certains moments, pas tout le temps. Le CSE, voilà, c'est pas une consultation automatique à chaque licenciement. Faut bien, on précise bien les choses. Effectivement, c'est une bonne remarque. Ouais. Alors, venons-en maintenant au licenciement donc, disciplinaire. Comment établir la gravité de la faute reprochée et quelles conséquences ce choix implique-t-il sur la procédure et sur les indemnités? Ouais. Alors, licenciement disciplinaire, ouais, c'est celui qu'on voit effectivement le plus souvent. Alors, licenciement disciplinaire, il y a quelques petites remarques à faire ça et là qui me paraissent importantes et auxquelles on ne pense pas souvent. Je reçois beaucoup d'appels où les personnes m'évoquent, voilà, les justiciables m'évoquent un éventuel licenciement disciplinaire qui serait envisagé contre eux à leur rencontre. Et on me dit, voilà, oui, mais je n'ai jamais reçu d'avertissement. Alors ça, c'est des gens d'urbaine qui est un peu… voilà, ouais, la dent dure, vous voyez où je veux en venir, tout à fait, je vois votre sourire que vous avez compris. Oui. Il n'y a pas d'avertissement préalable obligatoire avant un licenciement. Non, non.
L'avertissement n'est jamais en rien une condition sine qua non, une condition préalable à un licenciement. Quand vous licenciez quelqu'un pour une faute grave ou une faute lourde, on va voir la différence tout de suite. Vous pouvez prendre des mesures de mise à pied si vous voulez, mais vous pouvez de suite vous séparer à un moment donné de la personne. Hein. Il n'y a pas d'avertissement préalable obligatoire. Bien sûr, si vous avez un dossier disciplinaire long comme le bras contre la personne, ça ne peut que vous aider. Mais toujours est-il que ce n'est pas une condition préalable. Ça, c'est un premier point qui me paraît important. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'il faut faire attention, là aussi, parce que j'ai eu un dossier comme ça, il faut faire attention, quand vous avez une mesure de licenciement que vous envisagez, attention, posez-vous quand même la question une fois, est-ce que je n'ai pas déjà sanctionné le salarié pour ce même fait? Quand j'entends ce même fait, ce n'est pas ce même type de fait, hein. C'est ce fait-là, ce fait du 5 octobre 2021, je lui ai déjà donné un avertissement ou une autre sanction, est-ce que je peux envisager un licenciement ou pas? S'il a déjà été sanctionné, vous ne pouvez pas le sanctionner 2 fois. Ce n'est pas possible. De même, autre légende urbaine aussi, la coupe de salaire. Vous ne pouvez pas priver un salarié de finances. Vous ne pouvez pas lui mettre une amende. Vous ne pouvez pas lui mettre une sanction pécuniaire, financière. Ça n'existe pas, ça non plus. En revanche, vous pouvez, selon le type de faute, et on va voir comment on l'apprécie, vous avez marqué quelques exemples, c'est une très bonne idée, on peut soit en arriver à la mesure de licenciement, qui est une mesure disciplinaire, soit prévoir des mesures beaucoup plus souples, larges, l'avertissement, le blâme pour les plus connus, il peut y en avoir plusieurs, la mise à pied, qui est une suspension temporaire du contrat de travail, d'accord, et de la rémunération du salarié qu'on estime fautif, d'accord, et il peut y avoir aussi des sanctions, entre guillemets, plus lourdes, qui sont la mutation et la rétrogradation. Attention quand même, il faut préciser quelque chose d'important. Un petit point. Il y a certaines sanctions qui vont nécessiter l'accord du salarié, étonnamment. Étonnamment, oui et non. À partir du moment où vous modifiez de façon substantielle le contrat de travail, d'accord, une modification substantielle importante du contrat de travail, à un moment donné, le salarié doit vous donner son accord. S'il ne vous donne pas son accord, eh ben, il y a deux choses l'une, ou vous ne le sanctionnez pas, ou bah, vous allez au licenciement, vous allez au clash. Mais il y a des mesures parfois qui, lorsqu'elles touchent aux conditions, je précise bien, substantielles ou essentielles, c'est les termes utilisés par la jurisprudence du contrat de travail, hein, on a les deux termes, et les moins importants. Dans ce cas-là, il faudra demander l'accord du salarié. Alors, autre point aussi qui me paraît important, il faut rappeler quelque chose d'essentiel que tout le monde oublie, et ça, parce que j'ai eu 2 dossiers comme ça et les 2 vous oubliez, d'employeurs. Si un règlement intérieur existe, s'il est censé exister, je rappelle quand même que les sanctions doivent être prévues au règlement intérieur. Les sanctions doivent être énumérées quelque part. Je précise qu'on a des jurisprudences récentes, qui ont été prononcées entre 2020 et 2022, qui nous rappellent qu'à défaut de règlement intérieur, une note de service peut contenir des mesures de sanctions disciplinaires, d'accord? Donc, il faut les prévoir en amont textuellement, sachant que le licenciement pour faute grave ou lourde, bien entendu, même s'il n'est pas prévu, est toujours possible, d'accord? Je précise, j'en termine là sur ce sujet, un point qui est important. Alors, là, vous faites un tableau qui est intéressant. La faute simple, c'est celle qui permet aux salariés de rester dans l'entreprise. La faute grave et la faute lourde, c'est la même chose et pas complètement. Faute grave, impossibilité stricte de maintenir le salarié dans l'emploi, de poursuivre le contrat de travail. OK, bon. Faute lourde, c'est une faute grave. C'est impossible aussi de continuer le contrat de travail, mais avec attention de nuire. Où il y a un aspect volontaire derrière, voilà. Mais attention, on a aussi des jurisprudences. Attention là aussi, on a des jurisprudences. Aujourd'hui, on a une extension de la faute lourde sur certains points. Par exemple, quand vous allez critiquer, insulter votre employeur, votre entreprise, la dénigrer sur Internet, mais quand même sur Internet, sur votre réseau social personnel, pas public, personnel, vous pouvez être sanctionné pour faute lourde. Bon, il faut faire attention parce que la faute lourde qui était assez cantonnée jusque-là à certains faits particulièrement graves que vous énoncez là, détournement de clientèle, de fichiers, détournement de fonds, violence particulière d'une certaine gravité, attention parce qu'il y a une tendance en ce moment à l'élargissement de la faute lourde. Bien sûr, bon, ça on va vous rappeler, selon la faute que vous commettez, ce qui va se passer, c'est que ça va être plus ou moins privatif. Je vais le dire maintenant en fait, on va y arriver, ça va être plus ou moins privatif de vos indemnités.
Quand vous avez la faute simple, à un moment donné, si licenciement, il devait y avoir consécutivement une faute simple, ce qui est toujours possible, vous bénéficiez de toutes vos indemnités, c'est-à-dire licenciement, congé payé, préavis, voilà. En revanche, il va y avoir un problème au niveau de ces indemnités à partir dès lors que vous commettez une faute grave. Là, ça va vous priver d'un certain nombre d'indemnités. Pareil pour la faute lourde. En fait, la seule vraie indemnité que vous garderez toujours, peu importe le type de licenciement que vous faites face, c'est les congés payés, pas quand on estime qu'ils vous sont dus, que le travail est effectué et que ça remonte à des faits antérieurs ou concomitants, mais bref, on vous les doit, on vous les doit. Voilà. Alors, quelques petites questions qui sont arrivées. Alors Diane, qui pose une question sur le licenciement pour faute simple, et qui reprend ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Ouais. en le mentionnant comme une légende urbaine. Non, il n'est pas obligatoire, et c'est même, interdit en fait, d'avoir un dossier disciplinaire avec de nombreux avertissements pour un licenciement pour faute simple. Enfin, sauf si vous, Oui, la faute simple est différente des sanctions visant les premiers avertissements. tout à C'est fait. bien ça, maître. Ouais, ouais, On c'est ne ça. on ne peut pas sanctionner un salarié 2 fois pour la même faute. Pour les mêmes faits. Alors, vous pouvez les sanctionner pour des mêmes faits qui ont lieu à deux moments différents. Voilà, vous me reprochez, voilà, prenons le premier exemple que vous citez dans votre slide, le retard répété. Bon, bah, vous mettez un avertissement pour un premier retard, très bien. Vous mettez un deuxième avertissement pour un autre retard, et après vous prenez une autre sanction, et encore pour un autre retard. Vous n'allez pas me sanctionner différemment pour une première sanction que vous avez déjà prise. Si vous m'avez déjà donné deux avertissements, vous ne pouvez pas après me faire un joli dossier disciplinaire en me disant voilà, monsieur, vous avez été absent à telle date et telle date, vous avez eu deux avertissements, vous êtes licencié. Non, vous avez déjà été sanctionné par deux avertissements. C'est ça la sanction. Stop. Ça s'arrête là. Et ah bah voilà, il y avait une question qui était posée. Voilà, faute lourde, c'est la faute avec intention de nuire. Voilà, je précise parce qu'il y a quelqu'un qui nous posait la question pour savoir différence faute grave, faute lourde. Voilà. Alors pour rester, sur la thématique des avertissements, il y avait également une question de Margot qui Ouais. demandait si, pour un licenciement pour insuffisance, on pouvait avoir, déjà notifié, le salarié d'un avertissement, avec les faits reprochés. Si vous procédez à un licenciement pour insuffisance, oui, il peut y avoir eu une sanction disciplinaire avant. L'un Oui. n'empêche pas l'autre. Non. C'est tout l'intérêt, du bon choix, de la bonne procédure adaptée Oui. à la situation. Ouais, tout à fait. Alors, on va, avancer un petit peu parce que le temps, file, tout de même. Alors sur quels autres points, doit-on être particulièrement vigilant donc concernant la procédure, de licenciement disciplinaire? Est-ce qu'on a déjà balayé pas mal de choses? Est-ce qu'il reste des Oui. points à aborder? Alors, ouais, c'est une question. Alors, effectivement, tout à l'heure, effectivement, vous avez raison, vous avez bien retenu ce que j'ai dit. Vous m'écoutez quand même. Hein. Hop, mais J'ai pas quand même, je vous écoute toujours, maître. écoutez. Non, effectivement, tout à l'heure, j'ai évoqué cette question du délai qui sont respectés. Euh, Outre les délais, oui, et le respect des différentes étapes, il faut faire attention. Lorsque le salarié commet une faute, il faut faire attention parce qu'il y a des délais aussi pour le sanctionner. Hein. Moi, il y a certaines fautes, la plupart du temps, c'est 2 mois. Il faut faire attention, il faut sanctionner entre guillemets, le plus vite possible si on ne veut pas prendre un licenciement, parce que peut y avoir des délais là aussi pour envisager une sanction disciplinaire. Pour revenir strictement au licenciement en tant que tel, il faut simplement qu'il n'y ait pas eu de sanction, donc 2 fois pour le même fait. Et il faut faire attention aussi à un point que je comptais évoquer après, mais je vais l'évoquer maintenant finalement, qui est celui de la lettre de licenciement, tout simplement. Hein, vous connaissez l'adage, hein, l'adage qu'on apprend, c'est le premier adage en troisième année de droit. La lettre de licenciement, notamment en matière disciplinaire, pas que, va fixer les limites du litige. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous licenciez quelqu'un, vous lui dites pourquoi dans la lettre de licenciement, et toutes les raisons sont là. Vous ne pouvez plus invoquer après d'autres raisons, d'autres motifs de licenciement. C'est fini. En revanche, il faut savoir que depuis, de mémoire, je crois que c'était les lois Macron, je crois que c'était vers 2017-2018, de mémoire,
Maintenant, le salarié a la possibilité de demander des explications supplémentaires à l'employeur pour savoir pourquoi il était licencié. Mais dans tout état de cause, voilà, le plus important, c'est le respect des délais, le respect de l'ordre de la procédure pour pas qu'elle soit irrégulière, le respect de la lettre de licenciement qui doit bien circonstancier les faits qu'on reproche au salarié, d'accord, et faire attention, bien sûr, au type de licenciement même, au motif qu'on invoque, tout simplement. Voilà. Si déjà on fait attention à tout ça, on est pas mal. Et je dirais même autre chose, un point important, c'est même faire attention vraiment aux mots qu'on emploie. Voilà, licenciement pour faute disciplinaire, licenciement pour motif économique. Voilà, il faut dire les choses. Sachant que, moi j'ai eu le cas dans un dossier il n'y a pas très longtemps, le magistrat, enfin les magistrats plutôt, c'est pas les magistrats, ils ne sont pas magistrats, les conseillers prud'homaux ont la possibilité toujours de requalifier les choses. C'est-à-dire, vous avez des lettres de licenciement, très bien. Elles ne marquent pas mot pour mot licenciement pour motif disciplinaire, d'accord? Mais on comprend, il n'y a pas de doute possible pour le salarié que le licenciement est bien pour motif disciplinaire, des insultes, des violences, très bien. À partir du moment où le salarié est informé des motifs de ce pourquoi il était licencié, même si le titre in extenso est inexact, ça peut suffire. Simplement, il faut qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit du salarié. C'est ça qui est important. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, dernière procédure de licenciement individuel à aborder, c'est celle du salarié protégé. Ça peut arriver. Souvent, les employeurs redoutent d'avoir à le faire. Donc, quelle est la procédure à suivre dans ce cas précis? Alors, ce qui se passe, c'est que, petit point liminaire, la protection, elle concerne qui? Alors, elle va concerner essentiellement donc, les représentants du personnel, essentiellement pas que, mais les membres du CSE, élus, désignés, peu importe. Et la protection va porter aussi sur tous ceux qui ont un mandat externe à l'entreprise. Hein, donc, ça va être tout ce qui est défenseur syndical, conseiller prud'homaux, bref. Donc, plusieurs personnes sont protégées. Bien sûr, les seuils augmentent au fur et à mesure que le seuil social augmente dans l'entreprise. Plus on a de salariés, plus on a de représentants du personnel et des membres du CSE pour nous défendre. Donc, plus il y a de personnes qui sont, par définition, protégées. La protection, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle existe au moment même où on est élu, ça c'est très bien, mais elle existe aussi dès le moment où on se présente en tant que candidat, par exemple au CSE, d'accord? Dès le moment où on s'annonce comme candidat, moi je suis candidat au CSE, vous êtes protégé. Et elle dure aussi un peu de temps, quelques mois après l'élection, la fin du mandat du CSE, du membre du CSE, qui de mémoire, je crois, ne peut pas être 3 ou 4 fois de mémoire, 3 fois il me semble, membre d'affilée du CSE, d'accord? Il y a des limites dans le nombre de mandats, on ne peut pas être élu plus de fois, plus de 3 fois. Voilà, mais voilà, c'est successif, tout à fait. Voilà. Donc cette protection, elle est assez large dans le temps aussi. Alors comment ça se passe? En fait, le salarié protégé, va y avoir 2 éléments qui sont importants. Premier élément, il va y avoir l'obligation d'information, de consultation du CSE. Le CSE se réunit, il va rendre un avis. Bon. Il va écouter, entendre les explications, tout témoignage du salarié. Voilà. Et écouter éventuellement son mode de preuve. Voilà. Bon. Après ça, le comité rend un avis. Un avis. C'est un avis. Pas une décision, c'est un avis. Il y a forcément, c'est ça l'étape en fait clé qu'il y a dans le salarié protégé, c'est l'inspection du travail. Et là, on passe une procédure qui est plus purement judiciaire, mais on va avoir un aspect administratif. Voilà. Et il va falloir qu'il avale de l'inspecteur du travail pour pouvoir licencier un salarié protégé. Alors, pourquoi d'ailleurs? Parce que le but est de protéger les représentants du personnel, les IRP, et d'éviter tout délit d'entrave. Hein. C'est ça le délit majeur qu'on a en matière de CSE, c'est le délit d'entrave à tout moment. Hein. Ça peut porter durant le fonctionnement du CSE, aussi au moment de l'élection du CSE, tout simplement. Hein. Le but, c'est d'éviter le délit d'entrave, essentiellement. Alors, l'inspecteur du travail peut approuver ou non la décision de l'employeur de licencier la personne en question pour des faits qui tiennent à son contrat de travail et non pas à son mandat, d'accord? Et
cette décision est toujours, bien entendu, dans tous les cas, éminemment contestable. Sauf que si c'est contestable, je l'ai dit tout à l'heure, l'inspection du travail, c'est un organe administratif, d'accord? Donc, on va avoir un recours dit administratif, d'accord? Recours administratif contre la décision de l'inspecteur du travail, voilà, qui a, par exemple, refusé de faire droit à la demande de licenciement d'un salarié protégé ou inversement, qu'il a validé alors qu'il n'aurait pas dû la valider. Donc, c'est un recours administratif. Donc, c'est plus du tout une procédure judiciaire ou devant les prud'hommes. Très bien. Merci beaucoup. Donc, abordons maintenant le licenciement économique. Enfin, pour motif économique, quelles sont les différentes étapes à respecter pour ce type de licenciement? Là encore, le CSE doit-il être consulté? Et effectivement, j'avais vu passer un commentaire de Michel, je crois, qui nous disait que l'avis du CSE c'était purement consultatif. Oui, effectivement, on n'a vraiment quasiment jamais le pouvoir de décision en CSE. Non, mais On de ne toute fait que façon, rendre des avis. oui, voilà, c'est exactement ça. Les mots ont un sens, hein, c'est des avis que rend le CSE. Alors, il peut rendre des avis de validation favorables, défavorables, ou des avis réservés aussi, on n'y pense pas, mais des avis réservés. Mais il ne rend que des avis. Hein, c'est pas le CSE qui décide, ça reste bien l'employeur. Alors, essentiellement, dans ce licenciement économique, on va avoir des critères. En fait, il faut que l'entreprise ait des difficultés économiques, connaissent la fameuse, hein, c'est le terme qu'on emploie depuis 30 ans, ça, la fameuse mutation technologique, qui sont importantes, ou il faut qu'il y ait une cessation d'activité, ou que l'entreprise souhaite sauvegarder sa compétitivité. Voilà, c'est les 3-4 grands critères qu'on a pour aller vers le licenciement économique. Il faut qu'on se trouve dans l'une de ces 4 situations. Alors, il faut préciser quelque chose. Quand on est dans ces 4 situations, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, l'employeur va devoir tenir compte. Là, je vais plus dans le fond du problème que sur la procédure en tant que telle. On a compris un peu comment ça fonctionne, mais bien que là, il y ait des dispositifs un peu spécifiques que vous évoquez d'ailleurs, hein, de PSE, etc. Il y a des dispositifs un peu spécifiques en matière de licenciement collectif économique. Toujours est-il que l'employeur va devoir faire attention parce qu'il va y avoir un ordre des licenciements qui va être mise en place. On ne peut pas licencier n'importe qui comme on veut, n'importe quel moment. Et il y a aussi, tant que faire se peut, une obligation, que j'évoquais tout à l'heure, de tentative de reclassement, sur notre site, sur notre poste, bref. Donc, obligation de sélection, d'accord, du salarié qu'on va licencier, d'ordre des licenciements, c'est ça le terme, et obligation de reclassement. Dans l'ordre du licenciement, ce dont il faut tenir compte dans tous les cas, parce que là, effectivement, je vois vos slides défiler à côté, le licenciement va varier selon le nombre de salariés qu'on a, mais toujours est-il que dans tous les cas, l'employeur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va regarder surtout, ce qu'on regarde d'habitude, l'ancienneté du salarié, est-ce que ça fait longtemps qu'il est là ou pas, sa situation personnelle, dans quel état il vit, est-ce qu'il peut se réinsérer après, est-ce qu'il est dans une situation de handicap, est-ce qu'il a des qualités professionnelles particulières qui feraient que je devrais le garder ou pas par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a des charges de famille, des parents isolés. C'est toujours ces grands critères qu'on retrouve dans la jurisprudence et dans les ouvrages universitaires de manière générale. C'est ces éléments-là qu'on regarde, sachant que l'employeur, lui, va toujours avoir la possibilité de mettre en avant, de retenir l'un de ces critères dans sa décision, d'accord. Il peut par exemple mettre plus en avant les charges de famille, plus les qualités professionnelles, ce qui va regarder d'abord, je pense pour lui, les qualités professionnelles d'un salarié plutôt qu'un autre. Bref, il va pouvoir, lui, dans son critère de choix d'ordre des licenciements, prendre en compte un critère plus que les autres, oui, mais il va devoir analyser tous ces différents critères afin de procéder à un licenciement économique en bonne et due forme. Sachant que, alors, vous allez me crier dessus, Myriam, mais c'est pas grave, je le fais maintenant, et j'anticipe aussi. Maintenant, on peut avoir des licenciements qui sont de nature collective, mais aussi des licenciements qui sont de nature individuelle pour ce motif, d'accord? Ça date de mémoire, je ne sais pas les vérifier, mais ça date de, je pense, au moins il y a 4-5 ans à peu près. Donc, je dirais aussi depuis Macron, je dirais peut-être même avant 2015-2017, dans ces eaux-là. C'est possible aujourd'hui. Donc, on peut avoir des licenciements individuels sur ce motif-là. Comme à l'inverse, on peut aussi avoir, rien à voir, mais des ruptures conventionnelles collectives aussi. Voilà, je précise.
Oui, tout à fait. Voilà. Faire du lien. Donc, effectivement, vous avez répondu un peu à la dernière question sur le licenciement individuel pour motif économique. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus les différentes étapes du licenciement économique, peut-être? Oui, alors le problème c'est que je suis perturbé parce que j'ai le slide qui me donne déjà toutes les informations. Non, mais l'idée est toujours la même. Euh, Effectivement, l'employeur va préparer le projet et l'ordre du licenciement selon les critères qui sont indiqués dans le code du travail auquel pardon, vous faites référence. Il va y avoir la consultation du CSE. Et éventuellement, il va y avoir dans tous les cas, alors il va y avoir, pas éventuellement, il va y avoir dans tous les cas le projet qui va être envoyé aux différents salariés. Il peut y avoir aussi un plan de sauvegarde de l'emploi qui est mis en place, le PSE que vous évoquez là. Et après, ce projet doit être validé par l'administration. Et c'est qu'ensuite qu'on va avoir ce fameux délai de réflexion que j'évoquais, qu'on retrouve dans tout le licenciement à peu près, et voir si le reclassement est techniquement ou économiquement faisable et souhaitable. Voilà. Et après, donc, effectivement, on aura des indemnités qui varieront, essentiellement selon un critère précis. Il y a plusieurs critères. Le critère principal qu'on prendra en considération pour le licenciement économique, c'est l'ancienneté du salarié, ce qui va quand même faire évoluer pas mal les indemnités qui seront les siennes. Voilà. Par rapport à la convention collective, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous abordons alors on va terminer un petit peu en retard. Là, on aborde, notre dernière partie, sur Oui. les erreurs à ne pas commettre. Donc, dans quel cas un juge peut-il requalifier un licenciement? Alors, dans tous les cas, en fait, et je fais un aparté, Michel a raison, je crois que c'est depuis la loi El Khomri, c'est pas Macron, c'est El Khomri, il me semble. Ouais. Mmh. L'ancien ministre du Travail. Je fais la parenthèse. Alors, le juge a tout pouvoir pour requalifier un contrat. Alors, c'est un principe de requalification, d'interprétation libre des contrats qu'on retrouve dans toute matière civile. Hein. Le juge n'est pas tenu par la qualification qui est donnée par les parties. Ça vaut pour les contrats de travail, ça vaut aussi pour les contrats de baux, de ce que vous voulez, contrats d'affaires. Le juge le requalifie comme il entend. Voilà. Bien sûr, plus le contrat est clair, moins le juge aura une marge de manœuvre pour réinterpréter le contrat à sa sauce et protéger plutôt l'employeur ou protéger plutôt le salarié. Bon, cela étant posé, généralement, les requalifications, on va les avoir au fur et à mesure des CDD successifs ou des CDD qui ne sont pas forcément nécessaires, qui peuvent être éventuellement requalifiés en contrat de travail à durée déterminée. Ça va surtout concerner aujourd'hui beaucoup, effectivement, hein, tous les travailleurs indépendants, entre guillemets indépendants. On a toute une flopée de jurisprudence maintenant, tant française qu'européenne, sur ce point-là. Généralement, ça va concerner la requalification des contrats d'indépendants qui vont demander à obtenir un CDI pour bénéficier des avantages et entrer au CDI, éventuellement des indemnités, parfois pour travail dissimulé. Quoi. Généralement, c'est ça l'idée. Ouais. Et en termes de licenciement, du coup, quels sont les cas où le juge requalifie les licenciements? Il va requalifier les... Alors, il y a deux types de... Oui, il y a deux éléments qu'on peut prendre en considération. Il faut voir ce qui requalifie. Il y a le fond et la forme. Ça, c'est important. Alors, le juge, les conseillers prud'homaux, on va commencer par là déjà, vont s'intéresser au fond du dossier. Est-ce que le motif qui est argué, avancé par l'employeur est le bon ou pas? Est-ce que c'est bien pour motif disciplinaire, pour motif économique, pour motif d'insuffisance que la personne est licenciée ou pas? Oui. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, on a affaire à un licenciement sur cause réelle et sérieuse, on a affaire à un licenciement qui est sur le fond infondé, ce qui peut donner droit à un certain nombre d'indemnités. Bon, d'indemnités entre guillemets de fond. Bon. À côté, il peut y aussi avoir un autre type de licenciement qui va être requalifié de façon irrégulière, c'est le non-respect de la procédure qu'on a vu tout à l'heure. Là, il faut faire attention parce que autant le fond peut être bon, mais la procédure pas bonne, ou la procédure bonne, mais le fond pas bon. Voilà. Et il y a aussi différents types de sanctions qui peuvent être attachées à licenciement. Par exemple,
vous avez donc le fameux licenciement sous cause réelle et sérieuse. Licenciement infondé, quoi, entre autres, on peut le résumer comme ça. Le fond n'est pas bon, le motif n'est pas bon. Très bien. Mais vous avez aussi les licenciements dits nuls. C'est le licenciement qui a caractère discriminatoire. D'accord? Ça, c'est le licenciement qui sera jugé nul. Et vous avez aussi les licenciements qui sont qualifiés tout simplement. Alors, ils peuvent être qualifiés comme ça, mais ils ne sont pas tout le temps. De discriminatoire, le synonyme étant nul. C'est pour ça que je confonds un peu ce que je dis, mais c'est un peu l'idée. Parfois, dans les jurisprudences, vous trouvez licenciement discriminatoire ou licenciement nul. La sanction est la même, d'accord? Mais toujours est-il que les différents types de qualifications qu'on peut avoir pour une requalification, c'est ça. Alors, il faut faire attention, il faut faire très attention, parce que vous avez des règles de cumul ou de non-cumul qui existent en la matière. Et ça, c'est important. Par exemple, vous pouvez, tout ça, les gens ne savent pas en général. Faire attention. Vous pouvez avoir un licenciement qui est déclaré régulier, mais qui sur le fond est justifié. D'accord? Dans ce cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle la règle du plafond. On ne peut pas demander, par exemple, généralement, ça va être un mois de salaire en plus. D'accord? Il y a aussi la règle de non-cumul. Vous pouvez avoir un licenciement qui est déclaré injustifié et irrégulier. Si c'est les deux, il y aura normalement que l'indemnité pour licenciement injustifié qui sera versée. D'accord? Là, il faut faire attention parce qu'il y a des règles donc de plafond et des règles de non-cumul, d'accord, qui peuvent être prononcées par les juridictions. De même qu'en dehors du licenciement infondé ou du licenciement irrégulier, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le fameux préjudice distinct. Donc, en plus du licenciement, moi, j'estime que mon licenciement était vexatoire ou autre chose. J'estime qu'il y a eu un problème, qui est un peu distinct du licenciement en tant que tel. J'ai subi un préjudice distinct en sus du licenciement que je conteste et je veux demander des dommages d'intérêt pour ce préjudice distinct. Donc, il faut faire attention parce que, essentiellement, on peut avoir toutes ces requalifications et toutes ces règles aussi qui sont méconnues de plafond et de non-cumul sur lesquelles j'attire l'attention de nos, je ne sais pas comment il faut appeler ça, auditeurs. Oui. Alors, justement, concernant les erreurs de procédure, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, par exemple, en entretien préalable ou dans la lettre de licenciement? Alors, c'est celle qu'on a évoquée essentiellement tout à l'heure. Hein. L'erreur principale moi, que je retrouve le plus souvent, c'est toujours le non-respect des délais. Parfois même, ça arrive souvent, c'est la notification d'un licenciement d'emblée, comme ça. Voilà. De licencié, pas d'entretien, pas de courrier pour entretien préalable, rien. Le courrier de licenciement. Voilà. Une autre erreur aussi un peu plus technique sur laquelle on peut faire, c'est il faut tant que faire se peut rappeler les droits qui sont ceux du salarié, par exemple le droit aux documents de sortie qui seront perçus par le salarié et les remettre. C'est aussi rappeler que si le salarié bénéficie de congés payés qui n'ont pas été pris, qui restent dus ou d'une période de préavis qui lui reste à effectuer, le rappeler aussi. S'il y en est dispensé à sa demande ou à notre demande, le rappeler aussi, parce que les règles de dispense de préavis peuvent donner droit à différentes indemnités selon qui est l'initiative de la demande de fin ou non de préavis ou de poursuite du préavis, vous voyez. Voilà. Donc, les erreurs sont celles-ci. Une autre erreur qui est aussi fréquente, c'est essentiellement le fait de licencier une personne sans préciser exactement tous les motifs qui vont motiver ce licenciement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fermé après. Vous ne pouvez plus vous justifier devant la juridiction. Vous allez devant le CPH et vous dites « oui, j'ai licencié X ou Y pour des motifs 1 et 2, et maintenant j'ai un motif 3 que je présente devant vous, que j'avais oublié de lui donner ou auquel je n'avais pas pensé ». Non, c'est fini. C'est fini. Et c'est même mal vu de le présenter comme un élément surabondant qui fait que finalement, vous voyez, on ne lui avait pas dit, mais bon, il y a un élément qu'on n'a pas pensé, qu'on va dire devant la juridiction aujourd'hui. Non, c'est en général assez mal accueilli et rejeté. Très bien. Alors, quelles indemnités donc peut-on envisager en cas de licenciement et existait-il des règles spécifiques liées au type de faute, des règles de cumul également, par exemple? Oui. Alors, les règles de cumul, ça, je viens de les évoquer tout à l'heure à l'instant, je ne vais pas y revenir dessus. Hein, c'est ça, la règle de plafond et de non-cumul. Tout à fait. Alors là, il faut faire attention aux seuils sociaux, parce que les règles peuvent être différentes selon le seuil social et le nombre de salariés dans la boîte. En termes d'indemnité, on les a un peu évoqués au tout début de cet entretien. Essentiellement, alors vous avez bien sûr la fameuse indemnité de licenciement, qui va être
le conventionnel, le contractuel, le légal, ça dépend de quelle source on parle. Si on l'apprend en contrat de travail, si on l'apprend dans la convention collective ou en accord collectif, si on l'apprend dans le contrat de travail ou dans le code du travail. Bref, on peut avoir des sources différentes. Le plus important à retenir pour cette indemnité-là et pour les autres, c'est toujours bien sûr le principe de faveur, hein, c'est le principe de base. Il faut prendre le texte le plus favorable aux salariés, hein, c'est un texte qu'on trouve dans le code du travail, hein, qui est comme ça. Il faut prendre les montants qui sont les plus favorables aux salariés et les règles de calcul qui sont les plus favorables aussi aux salariés. Donc ça, c'est à l'employeur de démontrer comment il a calculé l'indemnité de licenciement et le fondement qu'il a pris, si c'est le licenciement sur le fondement légal, contrat de travail, conventionnel ou si c'est contrat de travail. Sur quel texte il se fonde, quel calcul il fait. Et ensuite, vous avez forcément toutes les indemnités compensatrices de préavis si le préavis n'est pas fait tout en partie. L'indemnité compensatrice est toujours due de congés payés si congés payés on vous doit, d'accord. Et il peut y avoir aussi d'autres indemnités. On peut avoir des indemnités à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, tout ce qui est AT-MP peut ouvrir droit à des indemnités spécifiques. Et vous avez aussi toutes les indemnités qui ont trait, là aussi dans des cas spécifiques, à tout ce qui est non-concurrence. Si vous avez une clause de non-concurrence, je rappelle, vous savez, le grand principe, clause de non-concurrence qui doit être toujours proportionnée dans l'espace et le temps. On ne peut pas faire des clauses de non-concurrence comme ça, qui portent sur tout le territoire national ou qui durent 20 ans. À la limite, en général, c'est 2 ans et sur un bassin d'emploi qui correspond à quelque chose par rapport à l'emploi précédent. Et dans la clause de non-concurrence, on a toujours l'obligation de contrepartie financière. D'accord ? C'est l'une des indemnités qui peut être versée aux salariés à l'occasion de sa rupture de contrat de travail, si tant est qu'elle est prévue au contrat de travail. Très bien. Alors, une dernière question, notamment sur les licenciements de salariés considérés comme lanceurs d'alerte. Oui. On commence à avoir pas mal de jurisprudence également sur le sujet. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, il y a plusieurs jurisprudences sur le sujet. Lorsqu'on a discuté un peu de cette formation, de cet entretien plutôt, vous m'aviez évoqué une jurisprudence que je suis allé regarder. Sans même cette jurisprudence, en fait, il faut. Alors j'en avais parlé, il me semble-t-il que j'en avais parlé lors de nos précédentes discussions. Oui. Je me rappelle très bien, c'était sur la loi climat. Nous avions évoqué ce sujet. Ouais, c'est ça, oui, par rapport au risque climatique, oui, c'est ça. Alors oui, il faut savoir que maintenant, on a des jurisprudences qui sont rendues aux fins de protéger le lanceur d'alerte. Hein. Donc, je rappelle grosso modo ce que c'est, pour comprendre de quoi porte cette jurisprudence. On avait la loi Sapin 2 de mémoire qui commençait à prévoir le statut du lanceur d'alerte. Hein. La loi Sapin 2 qui portait sur tout ce qui était en fait corporate. Hein. C'était une loi anticorruption financière. Il proposait des codes de déontologie, des mesures d'audit, etc. Voilà. Bon. À côté de cela, on avait dedans la protection du lanceur d'alerte. C'était le lanceur, quelqu'un qui dénonçait un fait dont il avait eu personnellement connaissance dans l'entreprise, des faits qui lui semblent anormaux. Violation d'un contrat, violation d'une disposition internationale, violation d'une déontologie, d'un code, bref, des faits anormaux, peu importe. Hein. Alors là, c'était financier, et depuis, ça a été élargi maintenant aux questions sociales et environnementales. Donc, tout fait qui paraît anormal à un salarié, ou même un intervenant dans la société qui n'est pas salarié, peut faire bénéficier celui-ci d'un statut de lanceur d'alerte. Sauf que depuis quelque temps, on a eu un élargissement, un renforcement fort de cette protection. De mémoire, donc cette date de mars, je crois, courante cette année. Et maintenant, on n'exige plus que la personne ait eu personnellement connaissance des faits. Il suffit qu'elle ait eu entendu des faits que quelqu'un lui a révélés à l'occasion de ce contrat de travail, d'accord. La protection a été élargie aussi aux proches du lanceur d'alerte, d'accord, à ses proches, d'accord. Et il y a aussi plus de souplesse dans l'ordre de divulgation des choses, d'accord. Au départ, essentiellement, il faut comprendre qu'on doit dénoncer les faits en interne, et puis après en externe, et puis après en externe auprès d'une autorité externe, défenseur des droits, préfet, inspection inspection, les DREAL, inspection de l'environnement, ou inspection du travail, ça dépend de quoi on parle, tout organisme financier, et après éventuellement au grand public. Bon. Aujourd'hui, on a
par les dispositions qui ont été prises depuis mars, dispositions européennes, d'accord, d'harmonisation de la protection de lanceurs d'alerte au niveau européen, on a une protection qui a été beaucoup plus élargie de ce lanceur d'alerte. Alors, autant vous dire que si le lanceur d'alerte est membre du CSE, et si en plus, alors là, il est, si c'est une personne enceinte ou ce que vous voulez, là, on peut avoir un cumul de protection infini. Mais bref, ce salarié est protégé contre toute mesure disciplinaire et surtout de licenciement. Voilà. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a dépassé pas mal l'horaire, Ouais. mais du coup, notre webconférence arrive à son terme. Je vous remercie beaucoup d'être tous venus. J'espère que le format vous a plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions. Donc, comme je vous le disais au tout début de la webconférence, ma collègue Marine va vous transmettre un lien qui vous permettra de poser gratuitement une question à notre équipe de juristes. Ouais. Et je remets également à votre disposition les coordonnées de Maître Vallier. N'hésitez pas à le contacter pour tout conseil juridique supplémentaire. Alors, afin de m'assurer de votre satisfaction et d'améliorer également le contenu de nos prochaines webconférences, je vous invite également à nous laisser un avis. Donc là encore, Marine vous transmet le lien à l'instant qui vous permettra de laisser des avis. Et pour vous remercier encore d'être venu à cette dernière webconférence avant les vacances, nous avons mis en place un code promo qui vous donnera une réduction de 10% sur notre site. Là aussi, Marine vous l'a envoyé par chat et nous vous le rappellerons également dans l'email avec la vidéo de la webconférence. Et pour répondre à des questions que je vois apparaître sur le chat également, le support sera également joint dans l'email avec la vidéo. Alors, pour tous les élus de CSE qui étaient parmi nous, ou les représentants syndicaux qui étaient parmi nous, j'anime sur Facebook un groupe privé. C'est toujours utile de se croiser et de croiser nos expériences sur les problématiques des élus. Donc, c'est un groupe très bienveillant et je serais ravie de vous y accueillir. Enfin, donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence à la rentrée sur un thème radicalement différent, puisque cette fois-ci, nous évoquerons les beaux commerciaux et les beaux professionnels. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serai ravie de vous retrouver. Donc, merci encore, Maître Vallier, de vous être joint à nous pour cette conférence. Ça a toujours Merci à été, vous. c'est encore un plaisir renouvelé d'en avoir fait une avec vous. Je C'est vous souhaite gentil. une excellente fin de journée. De même, c'est renouvelé aussi. Je vous remercie non seulement vous et vos auditeurs qui envoient des gentils messages là, que je lis en différé. Et je vous remercie tous. Oui, merci pour vos messages. Et donc, merci encore d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour tous ceux qui vont en avoir dans les semaines à venir. Pas pour moi. Et donc, rendez-vous à la rentrée le 8 septembre. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au Bonne journée revoir. à vous.